Salut, c'est Lextopia et vous écoutez Parktopia, votre podcast dédié à l'actualité des parcs à thème. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. We live by the ethos that the next thing we do is going to be better than the last thing we did. Everything we do is based on story. We build our entire work process around story. Et pour démarrer, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, merci. Honnêtement, merci. Bonjour à tous les Topiens, bienvenue dans ce deuxième épisode de Parktopia, donc ce podcast dédié à l'actualité des parcs à thème, et pas que Disney, même si bien sûr on continue de traiter cet univers. Mais alors là, je tombe de ma chaise, bon je vous dis ça bien sûr après quelques semaines après la publication du premier épisode, mais vraiment je voulais vous remercier. Ça fait maintenant longtemps quand même que je fais de la vidéo sur YouTube, en solo un peu moins, mais quand même ça fait presque 6-7 ans maintenant que je fais ça. J'ai jamais eu autant de retours sur un projet, autant de retours positifs, autant de messages, autant de... En fait, j'ai presque un regret dans cette histoire, c'est de ne pas avoir lancé mon podcast beaucoup plus tôt. C'était vraisemblablement, d'après ce que je comprends, une envie de votre part de me retrouver en format long et plus particulièrement dans le format podcast. Et donc je sais pas, hein, je connais pas bien les KPI de podcast sur les plateformes parce que je connais l'univers de la radio, mais je connais un peu moins bien l'univers des plateformes et j'étais vraiment bluffé par les retours que j'ai eus. Donc vraiment merci beaucoup pour vos messages, pour toutes ces personnes qui se sont filmées dans leur voiture en train de m'écouter ou alors en fond sonore pendant qu'ils faisaient du ménage. Enfin franchement là je vous avoue que je trépignais d'impatience à l'idée de réenregistrer un nouvel épisode. Et d'ailleurs avant de vous exposer le sommaire et d'aller un peu plus loin dans l'épisode, j'ai regardé un peu les stats, parce que moi j'y connais rien en podcast, donc du coup, alors déjà, à la base, je l'avais uploadé que sur Spotify et sur Apple, le podcast Apple, quoi, Apple Music. Et au moment où je l'upload, il y en a qui me disent mais moi je suis sur Deezer. Alors vas-y, donc je le mets sur Deezer, mais dites-vous qu'au départ je savais même pas comment il fallait faire, mais j'ai fini par trouver. Ensuite on me dit oui mets-le sur Amazon Music. Alors moi je découvre Amazon Music, je dis ok bon bah vas-y. Et alors après il y a tous ceux qui me suivent sur YouTube qui me disent mais Alexandre, sur YouTube aussi on peut écouter du podcast. Donc pour info, pour ceux qui me suivent depuis la chaîne YouTube aussi, vous pouvez le suivre désormais grâce à la playlist et à l'onglet podcast qui est désormais affiché sur ma chaîne. Et donc vous avez été je crois plus de 2000, enfin en tout cas j'ai le nombre d'écoutes sous les yeux, là je suis en train de les afficher, je crois que c'est plus de 2000 écoutes, on va regarder ça ensemble, c'est en train de charger. J'ai toutes les stats devant moi, alors je sais pas trop ce que ça veut dire, autant sur YouTube désormais je comprends quand un contenu a floppé ou pas marché. En podcast, j'ai l'impression que on regarde pas les KPI de la même façon et surtout la valeur des vues n'est pas la même. C'est-à-dire que je pense que, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je me comprends en disant ça. Alors là, ce qui se passe, c'est que mon internet est en train de bugger, donc les KPI se affichent pas devant moi. Mais je crois qu'au total, j'avais eu plus de 2000 écoutes. Vous êtes déjà plus de 674 abonnés, donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. J'ai vu aussi qu'on pouvait laisser des avis et des étoiles sur le podcast, je savais même pas. Et donc merci pour vos retours. Donc oui, c'est ça, 2200 lectures. Alors je sais pas si c'est compilé, donc je sais pas si c'est Spotify ou toutes les possibilités de lecture, parce que en réalité vous m'écoutez depuis plusieurs plateformes, et donc là j'ai découvert toutes les plateformes dont je vous parlais à l'instant. Donc on se parlait à l'instant de Spotify, de Apple Music, alors ça par contre c'est comme sur YouTube, je sais à peu près qui m'écoute, par exemple sur la catégorie d'âge, donc à peu près comme sur YouTube j'ai 36% de 28-34 ans, j'ai une part plus forte de 35-44 qui est pas aussi haute sur YouTube, vous êtes 28% à avoir cette tranche d'âge, et puis comme habituellement on retrouve les 18-22, les 23-27 à 6,5, 18,9, tout ça je trouve ça hyper intéressant. Après vous êtes une majorité d'hommes à my côté, donc ça renforce plutôt mon audience, enfin c'est plutôt à l'origine mon audience YouTube qui représente cette part d'hommes. Le seul endroit où j'ai plus de femmes que d'hommes c'est sur Instagram qui me suivent, et après vous êtes 59% à m'écouter depuis Spotify, vous êtes 28% à m'écouter depuis Apple Music, il y en a 5 qui sont de chez Deezer, et après tout le reste ça doit être Amazon et YouTube et tout, enfin tous les autres flux. Je salue les Belges qui sont 10% à m'écouter, bien plus nombreux d'ailleurs que sur YouTube où le pourcentage n'est pas aussi fort. Et puis forcément les États-Unis et le Royaume-Uni qui arrivent en 3e et 4e position. Alors ça c'est pas forcément des habitants, c'est pas forcément des Américains et des Anglais, c'est les PC de nos chers amis cast members des fonctions support de la Walt Disney Company et de Disneyland Paris qui parfois sont hébergés depuis ces régions-là. Donc je pense que c'est lié ça à l'écoute des cast members. Et bon bah voilà, enfin franchement j'étais impressionné par tous vos retours, et alors j'ai même reçu une notification à un moment donné qui m'a dit vous êtes le 42e podcast le plus écouté
en France. Alors peut-être que c'est complètement nul, j'en sais rien, parce que faut savoir que sur YouTube, quand vous arrivez en tendance, vous avez percé, mais sauf que ça m'est jamais arrivé sur YouTube. Et donc là, apparemment, j'étais dans le classement des 100 podcasts les plus écoutés en France. Après, je sais pas si on a tant que ça, donc c'est peut-être pas si bien que ça. Mais donc du coup, ça m'a vraiment donné envie de continuer, et j'ai apprécié l'exercice, y compris même au moment où je l'ai enregistré. Alors, le programme du jour, alors comme la dernière fois, on va démarrer par du Disneyland Paris, on va parler des nouveautés à Disneyland Paris, et on va aussi parler un petit peu des polémiques, parce que là, le parc, on peut dire, a eu un mois de novembre assez compliqué. Je reviendrai aussi sur les Park Fan Awards, auxquels j'ai participé, j'ai été présent à cette cérémonie, je vous en dis plus juste après. Et juste après, on parlera de TEA, qui est un peu dans la même lignée, vous verrez. Et on va évidemment aborder Monstres et compagnie et Rock'n'Roller Coaster, ça aussi ça vous a fait beaucoup réagir. Et on conclura par, si on a le temps, l'univers de Donkey Kong à Universal qui ouvrira le mois prochain, là, le 11 décembre, donc on en reparlera bien sûr aussi dans l'épisode d'après. J'espère que l'émission vous plaira, c'est parti! Aïe 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 aïe, Disneyland Paris. Vous savez, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si agréable que ça de taper sur une destination, surtout quand c'est la destination qu'on préfère. Et j'ai jamais pris plaisir dans mes contenus à dire que ça n'allait pas à Disneyland Paris. Il y a des vidéos que j'ai jamais voulu faire, y compris sur les passes annuelles, mais je me sens, comment dire, j'ai un devoir de transparence vis-à-vis de ma communauté sur certains sujets et donc du coup je me sens parfois un peu obligé de traiter ces thématiques, parfois je me l'interdis. Là d'ailleurs sur ma chaîne YouTube je sais pas encore si je vais traiter ces histoires d'augmentation de prix et ces histoires de prix dynamiques. En tout cas là je vous en parle rapidement mais je ferai pas long là-dessus. Donc Disneyland Paris a effectivement mis en place les fameux prix dynamiques. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe du prix dynamique, c'est assez simple, vous le connaissez si vous venez des régions et que vous empruntez beaucoup le TGV. Le prix dynamique, c'est la loi pure et simple de l'offre et la demande, mais poussée à son paroxysme. C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez avoir des prix très bas dans le système du prix dynamique, mais évidemment, la majorité des consommateurs ne vont pas acheter un ticket de train au prix le plus bas. La majorité l'achèteront au moment où tout le monde l'achète, et donc ce sera au prix le plus haut. Le prix dynamique permet de faire descendre le prix, il permet aussi artificiellement de le faire monter au-delà de la valeur d'origine du billet en période de forte affluence. Je sais pas aujourd'hui s'il y a d'autres parcs à thème en Europe qui utilisent ce système. Aux États-Unis, je pense peut-être que les parcs Universal le font, j'ai l'impression, mais j'en suis pas tout à fait sûr. En tout cas, c'est un système profondément injuste, c'est un système qui pour moi n'a pas lieu d'être sur une destination comme celle de Disneyland Paris où on peut prédire l'affluence. Donc c'est une politique d'enrichissement en fait, c'est encore et toujours un moyen de ramasser plus de cash. Je sais même pas d'ailleurs si à Walt Disney World ils pratiquent ce système-là. Pour moi, les tarifs sont complètement gelés et figés, puisque à chaque fois que je bénéficie de promos à Disney World, ce sont des promos dont la valeur ne change pas au cours de ma réservation, au cours de mon organisation. Bon bref, en tout cas, ces histoires de prix dynamique, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de faire exploser le prix du billet, notamment le jour où il y a de la forte affluence. C'est un système qu'ont adopté les compagnies aériennes, ont adopté les compagnies ferroviaires. Je sais que j'avais lu, mais c'était il y a longtemps, il faudrait que je retrouve cet article, mais il me semble que il y avait soit un organisme, soit le Parlement européen, soit un organisme de consommateurs en France qui s'était intéressé à la question. Il n'est pas sûr que ce système du prix dynamique demeure sur le marché européen et en France, parce qu'il est considéré comme injuste par beaucoup d'associations de consommateurs, et en fait il tronque la véritable valeur du billet. Et donc oui, vous avez des journées qui sont absurdement chères en fait désormais à Disneyland Paris, et des journées qui sont soi-disant moins chères, mais c'est évidemment pas là où la majorité des visiteurs vont aller. Donc moi je pense à la majorité des visiteurs qui sont obligés de se caler sur les vacances scolaires. Un enseignant ne peut pas poser son jeudi ou son vendredi, donc forcément il va venir en période de vacances scolaires. Comme la plupart des autres cadres de toute façon, à qui on recommande de poser des congés sur ces périodes-là. Donc c'est une prise en otage des gens, et pour les obliger à payer plus cher. Voilà, j'ai rien d'autre de plus qu'à dire. On est dans la droite lignée de ce que j'avais expliqué dans ma vidéo sur pourquoi Disneyland n'est plus créatif. Parce que aujourd'hui, la seule stratégie du parc, c'est de faire du cash sans pour autant proposer de vraies nouveautés, de nouvelles expériences. Donc voilà pourquoi on est un peu dans cette situation en ce moment à Disneyland Paris. Ça continue de durer, ça s'intensifie particulièrement sur notre resort qui est moins regardé par les Américains. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'on est très peu regardé, et que les retombées presse de plus en plus négatives et violentes contre le parc n'ont pas de vraies conséquences sur la politique de Disneyland Paris, parce que tant que c'est pas une retombée, si vous voulez, qui est reprise par CNews,
CNN, par Fox News, tant que ça retombe pas du côté américain, ça n'a pas de vrai impact sur l'image de la présidence. Parce qu'en fait, personne ne regarde nos médias. Alors, on leur envoie bien sûr des reportings, on doit leur montrer des choses, mais je pense que derrière, ça n'a pas de vraies conséquences, ils s'en foutent. Tant qu'il n'y a pas un mort, ou tant qu'il n'y a pas un vrai dégât d'image. Donc voilà ce qui s'est passé à Disneyland Paris ce mois-ci, ça plus la parade payante. Alors la parade payante l'avait toujours un peu été, mais de nouvelles zones partout. Maintenant les guest flows de Disneyland Paris devant le château ne sont chargés que des emplacements spécifiques. Ils ne sont même plus chargés de gérer le flux, ils sont chargés de gérer ces emplacements privilégiés. Ce n'est plus que ça, c'est comment rentabiliser les guest flows, parce que oui, c'est vrai qu'ils n'étaient pas rentables avant quand ils évitaient des mouvements de foule ou quand ils n'étaient pas chargés d'emplacements privilégiés. Donc bon, ça me paraît complètement aberrant. Et pour moi, mais encore une fois, et certains s'en énervent parfois en vidéo, certaines personnes trouvent que j'accentue pas sur ce côté un peu trop négatif, et que je reste parfois beaucoup trop optimiste ou angélique. Le problème, c'est que ce genre de vision, moi j'ai fait ES, voilà, j'ai fait ES, donc ce fameux bac économie, donc voilà. Et en fait, on apprend les auteurs en économie, et c'est vraiment le niveau 0 de l'économie. C'est-à-dire que oui, en fait, ça fait du cash, ça marche bien, c'est en plus un effet immédiat sur le business, donc le rapport suivant aura toujours plus de cash à montrer, mais ça a ses limites, c'est une vision court-termiste qui ne fonctionne pas. En réalité, pour faire du vrai cash et sur la durée, il faut investir beaucoup d'argent. Il faut augmenter la capacité des parcs, il faut proposer de nouvelles expériences, il faut construire sur de nouveaux espaces et il faut s'endetter. Il faut investir massivement en s'endettant. C'est comme ça qu'on fait du vrai cash. Mais pour ça, il faut être courageux et surtout pour ça, il faut avoir envie. Et la vérité aujourd'hui, c'est que je pense que les dirigeants auraient envie, ils seraient capables de le faire, mais ils n'ont pas ce pouvoir-là qui est réservé à la Walt Disney Company. Et donc, on a Walt Disney Imagineering qui se contente de rénover des Porsche, qui se contente d'installer un Porsche à Casey Corner, et ils en font tout un truc. Bon, d'accord. Bon. Je vais arrêter cette petite séquence de négativité, parce que Disneyland Paris annonce néanmoins des nouveautés en 2025, des nouveautés et forcément liées à l'entertainment, parce que là c'est un peu la division spectacle et entertainment qui se charge des 3/4 du renouvellement du parc depuis bien longtemps, et heureusement qu'ils sont là. Mais le problème, c'est que quand ils font un loupé, parce que ça peut arriver, comme par exemple avec le spectacle Alice Back to Wonderland, bah du coup il faut vivre avec ce spectacle pendant plusieurs années en attendant le suivant. Heureusement, ils ont une plus grande force de renouvellement, et donc l'année prochaine ils sont en charge du renouvellement de tout le parc, notamment dans le parc principal à Disneyland, hein, c'est surtout là que ça va se passer l'année prochaine, où va être lancé dès le 10 janvier 2025 le nouveau spectacle nocturne qui s'appelle Tales of Magic. Et ça, vraiment, j'ai très hâte. Tales of Magic, ça va tourner la page pour moi d'un des pires spectacles nocturnes de Disneyland Paris. J'ai vu des commentaires de gens qui ont dit « Mais comment tu peux dire ça? Disney Illumination, c'était génial !» Non, je suis pas d'accord. Disney Illumination était pour moi l'un des pires spectacles nocturnes des parcs Disney, en tout cas parmi ceux qui sont présentés sur les châteaux. Et puis, il intègre une nouvelle qualité d'image. Ils vont acheter des nouveaux projecteurs, ils vont en installer aussi sur Main Street, donc désormais la projection s'étend à Main Street, et pour moi c'était essentiel dans un parc où la pyrotechnie n'est pas identique à celle de Floride, et donc qui oblige en fait à pas pouvoir tirer des feux d'artifice très forts et très hauts, ce qui du coup immerge moins les visiteurs qui sont sur Main Street et qui regardent le spectacle depuis cette zone, et désormais peut-être que ça attirera un peu plus de public à cet endroit-là, et pas seulement que dans les zones privilèges, ou devant le château où on peut quasiment plus y aller. On est désormais tous derrière le hub quand on regarde les spectacles nocturnes. Tales of Magic. Alors Tales of Magic, c'est le remplaçant de Disney Dreams, Disney Illumination. J'espère qu'il sera le digne héritier de Disney Dreams, parce que c'est une création originale, là où Disney Illumination était en réalité plutôt une copie d'un spectacle qui avait été présenté à Shanghai Disneyland. Alors, Disney Tales of Magic, comment vous dire, c'est un peu la même storyline que Momentus, qui est un spectacle qui est proposé actuellement à Hong Kong Disneyland. Donc ça raconte un peu des étapes importantes de la vie. Dans Momentus, c'est disons le temps qui passe, la naissance jusqu'à la mort. Là c'est un peu différent, c'est un peu la même chose tout en étant différent. Là, ça s'intéresse aux différents types de relations, que ce soit l'amitié, l'amour, la fratrie. Je crois que c'est ça, hein. C'est raconté un peu plus comme ça. Et donc, pour la première fois, ce spectacle aussi va être plus innovant que les autres parcs Disney. Donc là, on retourne à l'innovation qu'avait été Disney Dreams au moment où ça avait été lancé et qu'ensuite tout le monde a copié. Et donc, on va pouvoir aussi apercevoir les drones qui volent en même temps
qu'il y aura de la pyrotechnie en même temps que le show principal. Donc il y aura plus de pré-show. Et il y aura donc que ce spectacle-là avec les drones qui accompagneront le reste de la projection et de la pyrotechnie. Ce qui pour moi est unique au monde. Donc là, de nouveau, Disneyland Paris essaye de se repositionner comme un leader en fait de l'entertainment dans les parcs Disney. Et ça devient très intéressant. Et puis, il y a eu une volonté aussi d'écrire une histoire complètement originale, avec des personnages qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans les spectacles Disney nocturnes de Paris. Donc il y aura par exemple Pinocchio, Cendrillon, La Belle et la Bête, Le Roi Lion. Vraiment original aussi de voir des personnages comme Lilo et Stitch, Toy Story, Wall-E, Coco, vice versa. Il y aura aussi une apparition de Encanto. Je vois que c'est très centré sur les classiques d'animation. C'était aussi pour moi le problème avec Disney Illumination qui mettait beaucoup trop en avant les live action, le Star Wars, là à Shanghai aussi ils ont mis du Marvel. Franchement c'est n'importe quoi. On est devant le château. C'est pas pour faire mon puriste, mais on est devant le château. Et quand vous parlez aux gens qui sont extérieurs à Disney, moi j'adore demander aux gens qui sont extérieurs à Disney, qui aiment Disney mais qui y vont mais qui sont pas fans, qu'est-ce qu'ils attendent du parc et qu'est-ce qu'ils veulent voir. Mais ils veulent voir le château, ils veulent voir les princesses, ils veulent voir les classiques d'animation. Donc il faut arrêter de les assommer avec ce Star Wars, Marvel. C'est pas que les gens n'ont pas envie de le voir. C'est pas qu'ils ont pas envie de le voir là. Il y a un second parc, il y a du Discoveryland, il y a tous ces endroits-là pour travailler ces univers, et je pense que les gens n'ont pas forcément envie de voir ces univers-là lors d'un spectacle comme ça. Peut-être qu'ils auront plus envie de le voir lors d'un spectacle au studio. Mais à choisir, je pense que la plupart préféreront le spectacle devant le château. Et c'est pas pour autant qu'il faut transformer le château en un espèce de panneau publicitaire. Donc j'ai l'impression que là, c'est ce qui a été fait, même s'il y aura du Pixar, parce que je vois qu'il y a Toy Story, il y a du Wall-E, il y a du Coco, vice-versa. Et donc, ils disent que ce spectacle célébrera la magie qui réside en chacun de nous en évoquant les émotions universelles liées à la poursuite d'un rêve, aux nouvelles aventures entre amis, à l'amour, aux souvenirs des êtres chers, ça veut dire la mort, et au sentiment d'appartenance à un groupe, à un clan. C'est peut-être les Four Towns, ça, je sais pas. Non, je rigole. Bref, donc ça, c'est un spectacle qui a été réenregistré à Londres, entièrement composé sur la base d'une musique originale aussi qui a été diffusée. Alors, la musique, je sais pas, ça m'a pas trop emballé, mais bon, elle était isolée que dans un court extrait et pas dans le cadre du spectacle, donc il faudra voir. Et puis, donc, les projections sur Main Street. Moi, j'ai très hâte de voir ça. Ça peut relancer ma fréquence de visite à Disneyland Paris, je vous le dis, parce qu'à l'époque de Disney Dreams, j'y allais tous les soirs. À Disney Illumination, ça m'a calmé direct, j'en ai fait 5 ou 6 et puis je l'ai quasiment plus vu depuis qu'il a été lancé. En revanche, les drones m'ont fait revenir, par exemple. Happily Ever After en Floride me fait venir quasiment à chaque fois que j'ai l'occasion, je le vois quoi. Si je fais pas un spectacle nocturne ou si je dois en choisir un par défaut, c'est bien sûr Happily Ever After. Donc ça a un gros pouvoir pour moi. C'est une grosse carotte en quelque sorte. C'est la carotte qui peut me faire venir et consommer du coup au Disney Village. C'est l'objectif derrière tout ça. À l'époque Disney Dreams aussi, c'était l'objectif de fonctionner en horaire étendu, de faire rester les visiteurs le soir et en nuitée. C'est tout l'intérêt d'un spectacle nocturne. Et puis il y a une deuxième nouveauté, alors là je vous le dis tout de suite, il ne faut pas trop s'emballer à mon avis sur cette nouvelle saison qui s'appelle le Disney Music Festival et qui d'ailleurs suggère qu'il n'y aura pas le retour de A Million Splash of Color, donc de cette saison... j'ai oublié le fait, c'est quoi, c'était la symphonie des couleurs. Oui, c'est ça, la symphonie des couleurs. La symphonie del color, on avait dit dans le sketch avec Stéphane qu'on avait fait en réel. En fait, là, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'ils ont senti que ça n'avait pas marché sur le public, cette parade en journée. C'est vrai que moi, j'y allais moins aussi en journée parce que j'étais pas très fan du show, contrairement au précédent qui, pour moi, était certes moins ambitieux, mais tellement mieux écrit et tellement bien réarrangé d'un point de vue musical que du coup, je suis pas mécontent finalement qu'ils enlèvent Million Splash of Color pour du coup le Disney Music Festival, qui est un concept complètement différent. Il n'y a pas de parade importante dans la journée sur le parc, mais il y a des petites zones de concerts, de festivités un peu partout dans les landes. D'après ce que j'ai compris, il y aura par exemple à Discoveryland, alors il y aura un concert pop-rock des plus grands hits Disney. Donc là, j'imagine que c'est peut-être à Discoveryland. Ensuite, il y aura le défilé de Minnie. Alors ça, j'ai très hâte. Le défilé de Minnie Mouse et de sa fanfare. Il faut savoir que ça, c'est un spectacle emblématique des parcs Disney qui est, à mon avis, un peu revisité. Aux États-Unis, en Californie, à Hong Kong, Disneyland, vous avez le band de Disneyland qui défile en fait dans les rues de Main Street. Sauf que là, ce serait avec Minnie. Voilà. Et là-bas, aux États-Unis, c'est avec Mickey, La Belle et la Bête aussi parfois, d'autres personnages. Ça, pour moi, c'est la tradition des parcs Disney. Ça existait du vivant de Walt. Et donc, ils réutilisent cette idée. Donc ça, moi, j'ai vraiment très hâte de voir Minnie Mouse et la fanfare.
Et puis il y aura une petite animation aussi de la danse avec Vaiana, donc ça j'imagine que c'est du côté d'Adventureland. Donc c'est une saison un peu moins ambitieuse, un peu moins longue, elle démarre le 19 avril jusqu'au 7 septembre 2025. Mais écoutez, c'est pas de refus, quand on s'est planté une fois, on change de concept, on essaie de voir comment on peut faire différemment, je suis curieux de voir ça, même si c'est bien sûr sur Tales of Magic qui doit leur coûter très cher que je mise tous mes espoirs. Ça c'était l'actualité de Disneyland Paris. Mais vous le savez, Parktopia est aussi un podcast qui parle des autres parcs, donc on va passer aux autres sujets pour les 40 minutes qui nous restent. Alors j'aimerais remercier Parc Actu, c'est un compte de passionnés qui est géré par plusieurs passionnés qui parlent de l'actualité des parcs à thème et qui organise depuis quelques temps, maintenant ça fait, alors je crois que là c'était la 2e ou 3e édition, il y avait une première édition digitale, c'était la 2e édition en présentiel. Donc là c'était les Park Fan Awards. Et donc les Park Fan Awards, j'y ai participé, donc je me suis rendu au Jardin d'Acclimatation, qui est le parc à thème le plus proche de chez moi. Moi je vis dans les Hauts-de-Seine et c'est un de mes parcs préférés, et ce parc est un peu méconnu des fans et du public de manière générale. Pourtant il est dans la catégorie très fermée des fameux parcs qui dépassent le million de visiteurs. C'est des parcs comme ça que Walt a visité en Europe et qui l'ont un peu inspiré, c'est un peu comme les jardins de Tivoli. C'est des parcs urbains proches de la ville, mais qui sont particulièrement bien entretenus, qui mélangent nature, paysage et attraction. Et vous prenez en fait un ticket pour la journée à 5 €, 7 € je crois que c'est maintenant, et puis ensuite vous consommez avec des bornes des tickets pour chaque attraction, donc vous payez en plus les attractions. Sachez d'ailleurs que désormais le jardin d'acclimatation appartient en partie à LVMH, qui co-exploite en fait le parc avec la Compagnie des Alpes. Et donc pourquoi LVMH? Parce qu'en fait Bernard Arnault a fait construire la fondation Louis Vuitton qui est juxtaposée à cette zone de loisirs, elles sont profondément liées. Et donc pour l'occasion Bernard Arnault, et aussi pour faire plaisir aux riverains qui étaient assez méfiants de l'arrivée de ce centre culturel, de racheter la concession. Donc il a racheté la concession et ils ont fermé le parc, je crois que c'était pendant moins de 6 mois, c'était impressionnant, et ils ont tout refait dans un style steampunk et tout. Enfin franchement moi j'adore ce qu'ils ont fait sur ce parc, et d'ailleurs ils continuent d'investir dans ce parc puisque dans quelques temps va réouvrir plutôt une attraction emblématique du parc qui s'appelle le Dragon. Et je m'éparpille, mais juste, si vous achetez un ticket pour une exposition temporaire ou permanente à la Fondation Louis Vuitton, vous avez l'entrée gratuite au jardin d'acclimatation. Donc démarrez par l'exposition par exemple le matin et vous baladez ensuite l'après-midi gratuitement dans le jardin d'acclimatation, ça c'est quand même méga cool. Bref, et donc ça je le fais très souvent, c'est probablement le parc, je le dis jamais, mais je crois que c'est le parc que je visite le plus avec Disney et le parc Astérix, mais je pense que ouais, le jardin d'acclimatation est en 2e position, mais parce que je vais faire toutes les expositions de la Fondation. Et le jardin d'acclimatation continue d'investir, et en ce moment en fait ils sont en train de construire un coaster à l'endroit où il y avait le coaster le plus emblématique du parc qui s'appelait le Dragon, qui était un coaster somme toute lambda, mais le design et la thématique autour étaient vraiment apprécié du public, et donc c'est une attraction qui a laissé beaucoup de souvenirs à beaucoup d'enfants, que moi j'ai fait aussi quand j'étais plus petit, qui m'a marqué. Et donc là ils ont décidé en fait de la rénover complètement et d'y intégrer un coaster, mais toujours sur l'univers du dragon, mais un vrai coaster dont le tracé n'est pas encore très clair, mais on a pu voir un peu comment se déroulaient les travaux, on a vu quelques images de l'avancement des travaux, c'était vraiment hyper intéressant, et donc j'irai faire l'ouverture de ce coaster en 2025. Et c'était là, du coup, qu'étaient organisés les Park Fan Awards, donc auxquels j'ai participé en tant que juré, c'est jury on dit, pardon, jury, en tant que jury, donc notre vote est... Alors je sais pas comment est fait le dispatch entre les votes du public et le vote du jury. Je crois que c'est 50-50 si je dis pas de bêtises. Et donc on reçoit en fait les nominés et on choisit. Et alors on est vraiment d'horizons très différents, parce que moi par exemple je suis très marqué Disney, mais vous avez vraiment des coaster fans hardcore, et puis vous avez des gens qui sont plus extérieurs, mais bref, on est de tous horizons, et donc c'est compliqué de faire des choix, parce que moi forcément je le fais par le prisme de ce que j'ai visité et de ma passion pour les parcs à thème, mais qui peut pas être la même que celle d'un coaster fan qui attend des choses autour des coasters. Donc il faut prendre un peu du recul et essayer de le faire le plus intelligemment possible. Et ce que je vous propose, c'est de faire la liste en fait de ceux qui ont remporté des prix, et ensuite la liste des nominés. Et je vous dirai pour qui j'ai voté. Comme ça, vous verrez comment j'ai essayé de raisonner et comment j'ai essayé d'être le plus juste possible, même si bien sûr le but à la fin c'est de donner son opinion. Alors on va démarrer par le meilleur parc aquatique de France. Bon là c'était facile de voter parce qu'il y avait une ouverture qui venait d'avoir lieu, et surtout avec les images qui avaient circulé
Et malheureusement, je trouve que les parcs aquatiques en France sont pas encore à la hauteur des parcs aquatiques que j'ai pu faire à la fois aux États-Unis, dans les Émirats, mais aussi même en Allemagne, hein, Rolantica qui est mon parc aquatique préféré d'Europe. Donc c'est évidemment Aquascope hein, qui vient d'ouvrir, qui a remporté le prix. Et donc c'est pour eux hein, que j'ai voté. Je tiens à dire que parmi les nominés, il y avait aussi Aquamundo, donc qui est la zone aquatique de Village Nature à Paris, donc à côté de Disneyland Paris, et que je vous invite à aller voir, qui est quand même très sympa. Il y a peu d'attractions, mais pour moi qui suis un passionné de thème et d'immersion, je vous avoue que j'aime beaucoup cet endroit. Alors ensuite, il y avait le meilleur événement saisonnier de France. Donc dans la liste, vous aviez le Noël gaulois, le Noël enchanté, Niglowin, Peur sur le parc, au parc Astérix, et Walloween à Walibi-Rhône-Alpes. Walloween à Walibi-Rhône-Alpes, d'ailleurs, qui m'a assez impressionné sur les quelques images que j'ai vues. Pareil en Belgique, là, franchement, les parcs Walibi se donnent de plus en plus pour Halloween. Bon, évidemment, c'est Peur sur le parc qui a remporté la palme. Alors j'ai un petit peu hésité parce que j'avoue que le Noël gaulois du parc Astérix me plaît beaucoup aussi, mais en réalité, en termes d'offres, il faut être honnête, hein, c'est encore une fois le parc Astérix qui a frappé. Moi, je suis pas un fan des thématiques horrifiques en plus, donc vous voyez, je suis d'autant plus honnête, c'est que j'aurais pas forcément instinctivement voté pour une saison comme ça, je préfère Noël, mais il faut reconnaître que Peur sur le parc, ça devient un incontournable. Il va falloir vite d'ailleurs que Disney se réveille parce que l'offre d'Astérix ne fait que s'élargir et elle est de mieux en mieux. Elle attire un public certes d'ados, de jeunes adultes, mais elle devient de plus en plus populaire au sein du public, ça se voit. Ensuite, il y avait la meilleure expérience restauration de France. Alors là, vous aviez le bistrot chez Rémy ou Walt Disney Studio. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis ce restaurant. Il y avait ensuite le banquet gaulois, le cirque, le Space Loop et le Walt. Alors, je comprends pas trop pourquoi ils ont mis le bistrot de chez Rémy. Je trouve que ça fait sens de mettre le Walt à Disneyland Paris, mais c'est pas pour lui que j'ai voté. Je crois bien que j'ai voté pour le Space Loop au Futuroscope qui se situe dans l'hôtel Station Cosmos et c'est lui qui l'a emporté. Meilleure expérience de restauration en France, donc j'ai trouvé ça assez mérité. Mais c'était plus difficile de choisir parce que par exemple le banquet gaulois est une très belle idée aussi et on aimerait ce genre aussi de dining un peu festif et thématique avec des personnages à Disney, un peu plus en extérieur. Enfin, c'est marrant comme concept, c'est original, mais j'avoue que le Space Loop m'avait bien marqué et j'adore en fait l'univers futuriste. Mais de manière générale, l'hôtel Station Cosmos, je suis un grand fan. Et justement, ça nous amène à la catégorie suivante, donc la meilleure expérience hôtelière de France. Donc là, vous aviez le Disneyland Hotel qui vient de réouvrir à Disneyland Paris pour l'anecdote. Oh, d'ailleurs, c'était gênant. Le Disneyland Hotel s'est fait huer par le public, mais pas que, hein. À chaque fois que Disney était nommé, ça huait dans la salle, mais sauf que Disney était venu chercher le prix. En tout cas, les créateurs du spectacle Disney Sky Parade savaient qu'ils remportaient un prix, et donc ils étaient là. Moi, j'étais très embêté pour eux, parce que c'est pas de leur faute, eux sont des directeurs artistiques à qui on donne un budget, et les pauvres, ils ont rien comme budget, et ils font ce qu'ils peuvent. Donc il y avait le Disneyland Hotel, la Cité Suspendue au parc Astérix, les Quais de Lutèce au parc Astérix, Savannah Réserve, le PAL, je connais pas, je vous avoue, donc là, du coup, ça biaise forcément mon jugement, et Station Cosmos au Futuroscope. Alors, je crois que l'année dernière, j'avais voté Station Cosmos. Entre-temps, j'ai visité les Quais de Lutèce, et du coup, je crois que j'ai mis les Quais de Lutèce. Et c'est bien les Quais de Lutèce qui l'ont emporté, hein, c'est logique. D'ailleurs, en fait, l'hôtellerie, de manière générale, de la Compagnie des Alpes, du Puy du Fou, c'est le même type d'hôtellerie, et c'est vraiment, franchement, c'est topissime. C'est presque au niveau d'Europa Park, mais Europa Park, c'est plus cher, en termes de resort et d'hôtellerie, donc vraiment, pour moi, c'est mérité. Les Quais de Lutèce, ça pourrait être un hôtel thématique Disney, tellement il est bien fait. Et Station Cosmos, j'ai vraiment hésité parce que c'est une de mes expériences préférées en hôtellerie. Vraiment, le resort du Futuroscope aussi devient vraiment pas mal. Ensuite, il y avait le meilleur roller coaster de France. Bon, sans surprise, il y avait, bon, je vous fais la liste des nommés, il y avait Osiris, il y avait Mystique à Walibi-Rhône-Alpes, Mauka à Walibi-Rhône-Alpes qui vient d'ouvrir, et Alpina à Nigloland. Bah écoutez, j'ai voté Toutatis. Mais sans grande surprise, il n'y a pas d'autres machines comparables à celle de Toutatis en France aujourd'hui. Donc c'est normal que le fleuron de la Compagnie des Alpes est le meilleur coaster. Après, ma petite préférence en Europe en termes de coaster, ça reste Taron. Ça reste mon coaster préféré. Je suis pas un gros fan des inversions et Taron, c'est vraiment que du rapport à la vitesse dans un décor qui est mieux travaillé, je trouve, qu'à Toutatis. Ensuite, vous avez la meilleure utilisation de thématiques.
magnifique. Donc ça par contre, c'était pas le parc Astérix qui a remporté, donc je vous fais la liste des nommés. Il y avait Maouka à Walibi-Rhône-Alpes, il y avait l'envol des papillons à Nigloland, qui paraît-il est pas malin, on en a beaucoup parlé. La tour de numéro bis au parc Astérix, ça c'est très malin aussi d'étendre la zone égyptienne qui est très populaire au parc Astérix et qui va continuer de s'étendre d'ailleurs avec les chaises volantes qui vont devenir égyptiennes. La revanche des pirates au parc Astérix qui est une Rotema et Fjord Explorer à Opal qui est la nouveauté à laquelle j'étais d'ailleurs invité mais j'ai pas pu m'y rendre malheureusement. Alors, du coup, moi je crois que j'ai voté pour le truc de Walibi-Rhône-Alpes. En fait, ça m'a fait penser d'ailleurs à Conda à Walibi Belgium, même si c'est pas la même thématique, mais on voit que dans l'exécution c'est la même chose, et j'aime beaucoup les nouvelles thématiques qui sont appliquées à ces lands-là, et c'est eux qui ont gagné effectivement. C'était mérité de toute façon, parce qu'ils allaient pas avoir le meilleur coaster, mais c'était sûr qu'ils allaient prendre un prix à un moment donné, donc j'ai trouvé ça logique, et il me semble bien que j'ai voté pour eux. Ensuite, le meilleur nouveau show de France, donc là c'est la seule fois où j'ai voté pour Disney. Parmi les nommés, quand même, il y avait quelques catastrophes. Hein. Ils ont quand même mis Alice et la Reine de Cœur au Walt Disney Studios. Dire que vous vous rendez compte que ce spectacle, comme ils l'ont budgétisé depuis des années, pour le rentabiliser, ils sont obligés de faire plusieurs saisons. Hein. C'est pas comme les parades. Donc du coup, je sais pas si ça va continuer longtemps, mais ils vont être obligés de le remettre quelquefois. Ensuite, vous avez A Million Splash of Color. Bon, voilà. C'est du délire au parc Astérix, j'avoue que j'étais tiraillé, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai voté pour Disney Electrical Sky Parade. Et puis il y avait Eclipse au Futuroscope, dont j'ai pas entendu trop de choses pour le moment et que j'ai pas pu voir. En fait, j'ai vraiment hésité entre C'est du délire au parc Astérix et Disney Electrical Sky Parade, mais il faut être honnête. En fait, Disney Electrical Sky Parade, pour moi, est une vraie réussite, mais pas seulement pour cette histoire de drone, c'est pour cette histoire de faire fonctionner la nostalgie avec l'innovation. Parce que quand vous rentrez chez Disney, c'est ce qu'on vous apprend quand vous faites la tradition. Alors moi, c'est pas vraiment une tradition que j'avais fait à l'époque, mais quand j'étais rentré à l'époque, on m'avait fait tout un laïus sur Disney. Et en gros, vous avez les territoires de conquête de Disney, c'est l'innovation. Et puis d'un autre côté, vous avez le storytelling, vous avez une forme de tradition. Et en fait, c'est ça, Sky Parade, c'est le mélange entre l'innovation et la tradition. Et c'est pour moi ce que doit avoir en tête un storyteller qui travaille dans un parc à thème et qui cherche à faire une nouveauté. À la fois innover, mais en même temps raconter une histoire puissante qui crée de l'émotion. Et si en plus ça fonctionne sur la base de la nostalgie, c'est encore mieux. Pour moi, Sky Parade était indétrônable, c'était le meilleur truc possible. C'est dommage que ce spectacle va probablement s'arrêter, mais en tout cas c'est mérité. Et ils se sont pas fait huer à ce moment-là. Voilà. Ensuite, vous avez la meilleure nouvelle attraction de France dans la catégorie des plus de 3 millions d'euros d'investissement. Donc vous aviez Maouka à Walibi-Rhône-Alpes, l'envol des papillons et de nouveau Fjord Explorer Opal. Bon, j'étais un peu tiraillé entre la nouveauté du PAL et Walibi-Rhône-Alpes, mais comme je vous l'ai dit, c'est logique. Celle dont on a entendu le plus parler, celle qui visuellement est la plus belle, et dont le concept est le plus fun, je trouve que c'était Maouka à Walibi-Rhône-Alpes qui a donc remporté. Donc vous voyez que je crois que là pour le moment j'ai fait un sans faute, c'est-à-dire qu'il y a personne, enfin j'ai suivi un peu les intentions du public. Ensuite, meilleure nouvelle attraction de France. Mais là, cette fois-ci, dans la catégorie des moins 3 millions d'euros, donc c'est des petites attractions. Là, vous aviez plein de choses, donc vous aviez la tour de numéro bis, la revanche des pirates, le Dipodino à la récré des Trois Curés, Isio Express au Jardin des Bêtes et Hydrodynamo au Futuroscope. Hydrodynamo Futuroscope qui est aussi au parc Astérix avec un autre nom, mais j'ai oublié. Enfin bref, c'est des classiques des parcs à thème. Là, sans aucune hésitation, je crois que... Alors, je sais plus. Je crois que j'ai voté la tour de numéro bis. Ça, c'est une attraction... Alors, je l'ai pas faite à Astérix, mais je l'avais faite dans les Émirats. J'avais fait ça dans un parc d'ailleurs qui a fermé. Ce parc-là s'appelait Bollywood et maintenant c'est un parc sur le Real Madrid. Et donc, c'était des chaises volantes. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et en fait, c'est assez sensationnel. En termes d'utilisation de l'espace, c'est pas trop invasif. C'est un mélange de plein de choses pour éviter que ça coûte trop cher mais que ça plaise quand même au public, et en même temps ça renforce cette zone égyptienne. Et pour moi, cette zone égyptienne, c'est l'avenir du parc Astérix. À l'époque où ils ont décidé de faire Mission Cléopâtre en live action avec Chabat, ils se sont mis d'accord sur cet univers-là parce que c'est le plus cinématographique. C'est celui dans lequel tout le monde a envie de s'immerger. Donc le parc Astérix a tout intérêt à utiliser cet univers et à l'étendre. Meilleur parc d'attractions de France, catégorie moins de 1 million de visiteurs. Donc les petits parcs. Donc vous avez Frépertuis City. D'ailleurs, je salue Fred, à qui j'ai passé la journée, que j'embrasse. Le PAL, Nigloland, Parc du Bocas et Walibi-Rhône-Alpes. Alors là, je crois que sans hésitation, j'ai dû voter Niglo.
qui s'est retrouvé nommé. Alors j'ai soit voté Niglo, soit j'ai voté Walibi Rhône-Alpes, j'ai un doute. Je crois que j'ai voté Nigloland, qui est le petit parc qui monte et qui fait le choix d'acheter des coasters assez conséquents, avec des thématiques derrière, enfin vraiment un très beau parc. Et après il y a le meilleur parc d'attractions de France, donc là dans la catégorie de ceux qui ont le plus de millions de visiteurs. Il y avait Disneyland, Futuroscope, Jardin d'acclimatation, Parc Astérix, Puy du Fou, et là je vous avoue que c'est la seule fois où j'ai pas voté pour ce qui était dans la liste, j'ai voté pour le Puy du Fou. Aucune des attractions du Puy du Fou n'était citée parmi les nommés, que ce soit en hôtellerie, restauration, attraction. Du coup là j'ai voté pour le Puy du Fou. Pourquoi ? En fait pour moi c'est un tout, le meilleur parc à thème, et d'ailleurs ils ont été récompensés à plusieurs reprises par les T Awards dont on va parler juste après. En fait le Puy du Fou pour moi c'est à la fois en termes de tarifs, d'expérience immersive, d'attractions, parce qu'il y a des attractions, c'est des parcours scéniques à pied, immersifs, pour moi c'est des attractions. Vous avez aussi des spectacles qui sont incroyables, c'est le nerf de la guerre bien sûr du parc, et pour la qualité des décors, pour la nourriture aussi, pour la qualité du merchandising, pour moi c'est un sans faute au Puy du Fou. C'est-à-dire qu'il y aura un coaster et ce serait la cerise sur le gâteau. C'est pour moi le meilleur parc à thème de France et j'ai voté pour lui. Et c'est le parc Astérix qui l'a remporté parce que forcément entre Peur sur le parc, Toutatis, tous ces investissements et ces nouvelles saisons, ces nouvelles offres lors des saisons, c'est logique que le parc Astérix gagne. Mais comme il n'y avait pas de spectacle et d'expérience d'hôtel qui était nommé du Puy du Fou dans d'autres catégories, bah du coup je me suis dit non mais quand même ce parc mérite une attention toute particulière. Donc c'est pour ça que j'ai voté pour lui. Donc voilà pour les Park Fan Awards. Mais est-ce que vous connaissez les TEA Awards ? Alors, les TEA Awards. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que TEA ? C'est Themed Entertainment Association. Pardon, j'ai un accent horrible en anglais, je m'excuse. Le TEA, ça a été fondé dans les années 90 et justement c'est une sorte de... Alors c'est une association à but non lucratif, mais c'est bien sûr une sorte de lobby sur l'univers des parcs à thème, dont le siège est à Burbank en Californie, donc c'est vraiment le nerf de la guerre des parcs à thème là-bas. Et donc c'est lancé pour valoriser, représenter les intérêts dans l'univers des parcs à thème. Et d'ailleurs pas que des parcs à thème, dans l'univers de l'immersion de manière générale. Donc ça comprend les parcs d'attractions, mais aussi des musées. Il y avait une exposition au musée à Georges Pompidou qui avait été récompensée. Vous avez aussi les spectacles qui sont récompensés. Vous n'avez pas que les parcs d'attractions, même s'ils sont surreprésentés parmi les nommés. Et donc, la cérémonie n'a pas encore eu lieu, mais ça y est, on sait qui sont les grands gagnants parce que chaque année, il y a un palmarès. Donc le palmarès, alors je ne sais pas si je le prononce bien, c'est les TEA Awards for Outstanding Achievement. Et donc vous avez plein de catégories, donc attractions, spectacles, aquarium, zoo. Les catégories évoluent au fur et à mesure des années, et donc cette cérémonie existe depuis, j'ai l'impression, 1996. Donc ça a débuté un peu après la création de l'association. Et donc j'ai le palmarès sous les yeux, et ça se recoupe un peu avec les Park Fan Awards, et ce qui est marrant, c'est de voir des parcs français, d'ailleurs, dans le classement. Ça veut dire que pour le marché du loisir, on est quand même assez dynamique, que ce soit en Europe et en France, et on peut en être fier. Et donc, on va commencer par le premier award qui s'appelle le Classic Award, donc qui est censé récompenser une attraction qui est emblématique. Mais qui a pas ouvert récemment. Et donc ils ont récompensé The Amazing Adventures of Spider-Man, qui est donc l'attraction Spider-Man qui se situe à Island of Adventure, dans le deuxième parc Universal de Universal Studios Orlando. C'est une attraction que j'adore, effectivement, c'est un type de dark ride que j'avais jamais fait, qui est vraiment impressionnant. Par contre, dans cette catégorie-là de dark ride, c'est pas la meilleure que j'ai faite. Par exemple, il y a celle d'à côté, Transformers, qui a ouvert plus tard, qui est sur le même principe, qui est certes très bourrin et dont la storyline est vraiment voilà, très légère. Bon, elle est un peu casse-cou cette attraction, mais je trouve que déjà techniquement elle est plus aboutie. Et puis à Abu Dhabi, dans le Warner Park, j'en avais fait une comme ça sur l'univers de Justice League que j'avais adoré, que je trouvais excellente aussi. En fait, je pense que là il récompense le fait que ce soit la première de ce type-là. En tout cas, je sais pas si cette attraction va durer dans le futur, puisque elle met en avant la licence Marvel que pour l'instant Disney ne peut pas utiliser en Floride, qui est réservée au parc Universal. Mais est-ce que Universal a vraiment envie de continuer à utiliser du Marvel et a envie de continuer à reverser des droits de licence à Disney ? Je suis pas si sûr, mais en même temps, si l'attraction est récompensée, ils doivent y réfléchir de manière prudente. Ensuite, vous avez Outstanding Achievement, donc ça c'est à mon avis c'est une catégorie générique,
et qui récompense des lands ou des thématiques vraiment bien réussies, mais de manière générale. Et donc là, c'est le land de Zootopie à Shanghai Disney Resort. Alors écoutez, moi je l'avais dit en vidéo, hein, à cette même période d'ailleurs, j'avais visité le Frozen Land, vous savez, qui était à Hong Kong Disneyland. Et sans aucune hésitation, ma préférence allait très nettement à Zootopie. Le land Zootopie, c'est un land que j'aurais jamais voulu pour Disneyland Paris, jusqu'au jour où je l'ai fait, où j'ai compris que c'était génial. C'est tout ce que j'aime en termes d'imagineering. De l'humour, énormément de détails, du rythme et de la vie, donc un land qui donne l'impression d'être vivant, du merchandising hyper abouti, de la food hyper bien travaillée, et une attraction qui était vraiment au top. Bon, pas autant au top qu'un Rise. Franchement, le land est extrêmement bien réussi. Franchement, là, vraiment, j'ai pris une claque. Je me souviens que voilà, j'ai pris quelques claques dans ma vie en termes d'immersion et de thématique. Forcément, la première fois que vous rentrez dans le Wizarding World, la première fois que je suis rentré dans Galaxy's Edge, je pense que la plus grosse claque que j'ai prise, c'était quand même quand je suis rentré dans l'univers du World of Pandora. Et ma claque la plus récente, c'était vraiment quand je suis rentré dans le land Zootopie à Shanghai Disneyland. Et donc la récompense pour moi est complètement méritée. Je sais pas la liste des nommés, mais c'est mérité. Et puis dans la même catégorie, a été aussi récompensé Fantasy Springs, donc la nouvelle zone thématique de Tokyo Disney Resort que j'espère un jour découvrir, qui met en avant en fait l'univers de Réponse, qui met en avant l'univers de Peter Pan, ça met également aussi en avant l'univers de Réponse Peter Pan Frozen, mais pas exactement dans la même thématique que pour les lands de Hong Kong et de Disneyland Paris. Et donc ils ont aussi reçu le même prix, donc qui s'appelle Outstanding Achievement. Même chose pour l'attraction Voltron à Europa Park, qui est d'ailleurs souvent désignée par cette association comme étant le meilleur parc du monde et d'Europe. D'ailleurs, les TA avaient aussi récompensé le Puy du Fou dans d'autres catégories et dans le meilleur parc du monde. Et donc Voltron est désigné comme la meilleure attraction de l'année. Je partage probablement ce point de vue-là. Moi, c'est peut-être un type d'attraction qui me... Voilà, moi je suis pas... En fait, j'aime bien les coasters de chez Mag. J'ai adoré celui qu'ils ont fait à Plopsa, donc Ride to the Happiness ou Ride the Happiness. Je l'ai plus exactement en tête le nom exact de l'attraction, mais vous savez à quoi je fais référence. Mais le problème en fait de Voltron, à ce que je vois, c'est que la gestion de l'espace est très particulière. L'attraction est très comment dire, renfermée sur elle-même. Donc il y a beaucoup de looping, il y a beaucoup d'inversions, peu de zones droites. Enfin moi, si je le fais 2 fois, je suis quasiment sûr que je peux avoir rapidement la nausée. Néanmoins, j'aurais très envie de la tester. Et puis c'est les zones de lancement, le tapis roulant sur le quai, toute la thématique autour de Tesla. Moi, je trouve ça génial, bien sûr, mais je suis pas sûr que ce serait mon coaster préféré d'Europe. Et en réalité, je suis sûr que pour l'instant en Europe, j'ai toujours ma préférence pour Taron. Et pour les coasters de manière générale de Fantasyland, non pas que Max soit pas au top, hein, mais disons que Max, ce qui est marrant avec Max, c'est que j'adore Europa Park. Hein, vraiment, je suis un fan d'Europa Park, je kiffe ce parc, et notamment le resort et Rolantica. Mais je trouve que pour Max ne se construit pas pour soi-même ses plus beaux coasters. Par exemple, Voltron et la thématique de Voltron, c'est très sympa, mais je trouve que ce qu'ils ont fait à Plopsa, c'est beaucoup mieux visuellement, c'est beaucoup plus travaillé. Je trouve qu'ils n'ont ni leur meilleure machine, ni leur meilleure thématique. C'est tout le paradoxe. Pareil pour Arthur et les Minimoys, que j'adore, qui est une de mes attractions préférées d'Europa Park, mais la meilleure version de cette attraction, elle est à Dubaï, dans un parc qui s'appelle Motion Gate, sur l'univers de Dragon, où là j'ai pleuré. Donc c'est bizarre en fait, parce que c'est marrant que pour soi-même, ils se mettent pas la barre aussi haute qu'ils la mettent pour leurs propres clients, mais peut-être que c'est involontaire. Et puis, dans la même catégorie, mais cette fois-ci sur la thématique des parcs aquatiques, c'est l'Aquascope aussi qui a remporté un prix. Donc là vraiment ça attise ma curiosité, c'est le seul parc français qui est récompensé par l'association. Très hâte de voir ça et super content de voir un parc français dans le classement, et bravo aux équipes du Futuroscope qui mènent un renouvellement sur le parc qui est incroyable. Vraiment je l'ai constaté, c'est fou. Le parc se relève d'années d'errance avec des nouveautés qui sont vraiment intéressantes, que ce soit sur la partie même food, hôtellerie, attraction. Franchement vraiment très heureux pour eux et mérité. Donc voilà pour cette séquence dédiée à l'univers des The Awards. Et pour les quelques minutes qui nous restent, il faut absolument qu'on parle de ce qui se passe à Walt Disney World. Walt Disney World, là, il se passe quand même un truc de fou. Vous avez Disney Hollywood Studios, qui est donc le premier parc comme ça qu'a ouvert Disney, parce qu'à l'époque, vous aviez Michael Eisner qui venait de chez Paramount, je crois, qui voulait vraiment concurrencer Universal et avait l'idée de se dire, voilà, on va vous emmener sur les plateaux de cinéma. Ah mais mince, on n'a pas de plateau de cinéma. Bon ok, on s'associe avec MGM. Ah voilà, on s'associe avec MGM. Problème, Disney ensuite n'a plus jamais voulu payer les droits de licence. Donc Disney réinstalle et réarrange ce parc sur la base de ses propres licences pour éviter de se faire facturer par quelqu'un d'autre
et facturer du coup les droits de licence à soi-même. Donc le Disney Hollywood Studios se transforme. Mais vous avez un autre problème, c'est ce dont on parlait à l'instant avec Marvel, vous ne pouvez pas installer de zone Marvel à Disney Hollywood Studios. Donc comment le parc contourne ça ? Bah, ils l'ont contourné avec Toy Story Land, qui était une première réponse. Et ensuite, ils l'ont contourné avec Star Wars Galaxy's Edge. Et maintenant qu'ils ont fait du Star Wars et du Pixar, bah, ils disent bah, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Bah, on va refaire du Pixar alors. Et c'est comme ça que Monstres et compagnie débarque et vient remplacer Muppet Vision 3D. Alors les fans étaient très choqués. On s'en doutait que c'était probablement Muppet Vision 3D qui allait être remplacé. Donc c'est un spectacle en 3D qui met en avant l'univers des Muppets dans une zone qui est très sympathique, qui est juxtaposée à celle de Star Tour et de Star Wars Galaxy's Edge, qui est un peu entre les deux et enclavée. Sur les concept art, j'avais reconnu que c'était à cet endroit-là en fait qu'allait être installé ce nouveau land et cette nouvelle attraction. Cette attraction qui sera donc un coaster. Un coaster qui sera probablement construit. Alors, certains d'entre vous en commentaire m'ont dit que ce serait peut-être Mac qui ferait une réplique de Arthur et les Minimoys. Je suis pas si sûr de ça, mais why not ? En tout cas, je serais pas contre. Mais moi, je pense que c'est plutôt Vekoma qui va le faire, parce que j'ai l'impression de reconnaître le design d'un Vekoma, mais peut-être que je me trompe. Et puis, de toute façon, c'est le prestataire habituel de Disney, Vekoma. Et donc, du coup, ils vont installer ce coaster sur l'univers des portes et l'univers de l'usine de Monstropolis. Et ce sera après les événements du premier film, d'après ce que j'ai compris, où désormais c'est le rire hein, qui est moteur dans la création d'énergie, non plus la peur. Et donc le land sera truffé de petits clins d'œil humoristiques sur l'univers de Monstres et compagnie. Et en même temps, il y a cette salle-là qui accueillait le spectacle Muppet Vision 3D. Du coup, je sais pas ce que cette salle-là va accueillir. Peut-être que ce sera l'occasion de faire déménager un autre spectacle qui est au Magic Kingdom, à Tomorrowland, qui s'appelle Lost Floor, qui est un spectacle humoristique qui met en vedette les personnages de Monstres et compagnie. Donc peut-être que ce sera l'occasion de faire déménager le spectacle pour faire un vrai land, parce que du coup, là, il y aurait une attraction et un spectacle. Donc Monstres et compagnie s'installe là, à Disney Hollywood Studios, donc vraiment le premier land thématique sur l'univers de Monstres et compagnie, alors qui est quand même plutôt bien adapté dans les parcs Disney occidentaux. En Californie, il y avait donc le Dark Ride à Disney California Adventure, qui avait ouvert au milieu des années 2000. Vous avez aussi le Dark Ride à Tokyo Disneyland, cette fois-ci qui est un Dark Ride qui est un peu plus interactif, donc il faut avec une lupiote éclairer certaines scènes pour créer une interaction. Et puis donc vous aviez le truc du Magic Kingdom dont je viens de vous parler. Bon voilà, c'est des personnages qui sont quand même pas mal mis en avant, surtout dans les parcs américains, mais pas de manière aussi franche avec un land comme ça qui sera probablement un des rares lands sur cet univers. Et pour en revenir à Muppet, c'est quand même très populaire. C'est aussi une licence Disney qui a été rachetée, même avant l'euphorie des rachats de Bob Iger, c'était une licence qui appartenait déjà à Disney, donc qui a été rachetée dans les années 2000. Et Muppet, en fait, Disney n'a jamais rien fait avec. C'est-à-dire qu'ils continuent à produire du flux pour les Muppets, mais dans les parcs à thème, c'est une licence qui est carrément sous-exploitée, qui est un peu oubliée, et qui l'est d'autant plus depuis que les Simpsons sont arrivés. Enfin, clairement, les Muppets, c'est un peu les parents pauvres. Mais en même temps, c'est culte aux États-Unis. Et je crois que Disney n'a pas envie de se séparer des Muppets, y compris parmi les créatifs et parmi les gens qui dirigent l'entreprise, parce que ça rappelle des souvenirs aussi, je pense, à ces gens-là qui se disent non mais il faut quand même qu'on conserve les Muppets dans ce parc. Et donc, ils font déménager les Muppets. Donc les Muppets, ils vont prendre leur petit carton là. D'ailleurs, ce serait drôle de faire une petite vidéo avec les Muppets qui font leur petit carton de déménagement, qui marchent comme ça, ils passent devant Star Tour, ils passent devant Galaxy's Edge, et d'un seul coup, ils arrivent devant l'énorme guitare d'Aerosmith et ils font waouh, c'est notre nouvelle maison. Et ils s'installent donc au Rock'n'Roller Coaster, qui d'ailleurs ne change pas de nom. Donc la licence Rock'n'Roller Coaster, parce que c'est une licence qui appartient à Disney, continue d'exister, mais ce qu'on retire derrière le Rock'n'Roller Coaster, c'est l'univers d'Aerosmith. Alors pourquoi ils retirent Aerosmith ? Parce que Aerosmith, déjà c'est un groupe qui s'est arrêté, c'est un groupe de moins en moins populaire, le leader du groupe est accusé d'agression sexuelle, et Disney avec ça, à chaque fois c'est toujours la même chose, il supprime ce genre de personnes, enfin sans même savoir si c'est vrai ou pas, il les dégage. Donc du coup, Aerosmith ça devient compliqué à mettre en avant. Et donc du coup, les Muppets débarquent. Mais bon, les Muppets c'est un univers hyper enfantin, hyper décalé, hyper humoristique, qui tranche complètement avec l'univers du coaster, qui est quand même un coaster à sensation assez impressionnant. Donc du coup, je me demande comment ils vont faire, enfin comment ils vont intégrer ça. Mais en même temps, moi qui suis pas un grand fan du Rock'n'Roller Coaster, ni de la version d'origine, ni encore moins de Flight Force qui est une catastrophe intersidérale, je trouve ça génial. Je trouve ça génial de remettre en avant la musique à travers ces personnages-là, qui d'ailleurs par ailleurs pourront peut-être diffuser du rock, hein, parce qu'après tout, il y a de la musique qui n'appartient pas à Disney qui est diffusée dans Cosmic Rewind. Mais en même temps, voilà, déjà je vois la file d'attente avec des portraits de Miss Piggy partout. Et alors ce qu'ils expliquent d'ailleurs, c'est qu'ils vont conserver des séquences de Muppet 3D Vision dans l'attraction. Ils vont conserver des passages de l'attraction
Ça c'est fou d'avoir cette idée aussi de se dire qu'en fait ça va remettre en avant le passé de l'attraction d'origine. Je trouve ça très très fort. Et alors là en commentaire, moi j'étais sidéré. Vous aviez des gens qui étaient euphoriques, qui trouvaient ça génialissime, et alors des gens qui trouvaient ça nul. Mais c'est pas soit l'un soit l'autre. C'est la première fois que c'est autant partagé en commentaire. Il n'y a pas l'un qui l'emporte sur l'autre. Certains disent que c'est une énorme connerie, que les Muppets c'est pas drôle, que c'est trop encore de la licence, et d'autres qui disent mais attendez, c'est génial de faire ça. C'est au contraire, c'est marrant de voir comment c'est partagé. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit autant partagé. Et donc les Muppets vont débarquer au Rock'n'Roller Coaster. Et donc il y a eu cette affiche complètement loufoque, mais j'ai cru que c'était un poisson d'avril. D'ailleurs ça aurait été drôle qu'il annonce le jour d'un poisson d'avril, parce que personne n'y aurait cru, mais ça aurait été archi drôle. Franchement, j'ai trop hâte de voir même la com qui va être fait autour de ça. Franchement, c'est un terrain de jeu incroyable, à la fois pour les créatifs et pour tous les gens qui travaillent ensuite sur la promotion de l'attraction. C'est rigolo. Et en même temps, ça permet aussi de renouveler un coaster un peu vieillissant. D'ailleurs, Monstres et Compagnie, c'est aussi un coaster. On sent que là, Disney a envie d'installer du coaster, parce que pour le coup, en Floride, il en manque du coaster Disney, là où Universal en construit à la va-vite. Donc voilà pour ce qui se passe du côté de Disney Hollywood Studios. Écoutez, c'est comme ça qu'on va conclure l'émission. J'ai pas le temps de traiter la dernière thématique qui sera donc reportée au mois suivant. C'était un vrai plaisir pour moi d'enregistrer cet épisode. Encore merci pour tous vos retours sur le premier épisode. N'hésitez pas à partager vos avis. Alors je savais même pas qu'il y avait des espaces commentaires en podcast, donc j'ai vu qu'il y avait des commentaires, vous aviez commenté, c'est super sympa de votre part, donc n'hésitez pas à continuer et à noter le podcast du coup. Et puis n'oubliez pas non plus que si vous souhaitez me réagir et que si vous souhaitez discuter avec moi ou répondre à certaines de mes opinions, vous pouvez le faire aussi sur Instagram, mais uniquement sur Instagram. C'est le seul endroit où je réponds en MP. Alors parfois je peux mettre du temps, 3-4 semaines parfois, mais je finis toujours par aller jeter un coup d'œil et j'essaye de répondre à tout le monde. Voilà, encore merci pour vos messages et votre écoute, pour ceux qui sont allés jusque là. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye les taupiens, salut!